Nous avons le plaisir d'accueillir Alain Broman, directeur de recherche à l'IRD et membre de la FEST, donc notre partenaire qui soutient nos manifestations, qui va animer cet après-midi la dernière session de nos journées. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette session. C'est ma première fois que je suis à cette réunion du Comifère et j'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, aujourd'hui, on va aborder la dernière session de cette 15e journée qui est consacrée aux indicateurs, donc qui est une espèce de bouteille à l'encre actuellement chez les agriculteurs. On est tous en demande d'indicateurs biologiques, d'indicateurs physiques, d'indicateurs physico-chimiques. On va essayer un peu faire le tour de la question à travers 5 interventions qui sont effectivement, vous verrez, toutes très intéressantes. Donc, alors c'est par là. D'accord. Ça sera celui-là. D'accord. Ok, merci. Donc, on sait que le sol rend beaucoup de services, des services extrêmement différents. Et oui, excusez-moi. Donc, ça, c'est plutôt la présentation de l'Association française pour l'étude des sols que je représente ici. Et donc, qui réunit des experts pour faciliter l'accès à la connaissance sur les fonctionnements des sols et les enjeux sur la préservation. Donc, c'est un petit peu de publicité qu'on fait pour cette association qui regroupe actuellement 288 membres. On était 800 il y a une quinzaine d'années. Donc, je pense que vu comment l'importance des sols actuellement, à la fois environnementale et agronomique, il est important, et là c'est peut-être un appel aussi beaucoup aux jeunes, que vous rejoigniez notre association. Il y a une association des jeunes extrêmement active au sein de cette association. Donc voilà, si vous voulez adhérer, vous savez où aller. Donc, j'ai repris un petit peu par rapport à... On a eu ce matin une session réglementaire, on a un peu rappelé donc les impératifs sociétals autour de la santé biologique des sols. Et donc, j'ai pris cet extrait de la stratégie 2030 qui a été fait récemment, ça date d'une semaine et demie, donc c'est vraiment très récent. Et j'ai effectivement listé quelques constats. Donc, on a déjà un constat. Le premier constat, c'est qu'on a une très forte dégradation des sols à l'échelle européenne. On parle de 70% de sols dégradés. Et donc, il y a effectivement une nécessité d'inverser cette tendance. Entre parenthèses, qu'est-ce que c'est qu'un niveau de dégradation? Ça sera aussi peut-être une des questions qu'on devra poser. La préconisation, c'est qu'en 2050, tous les sols de l'Union européenne doivent être en bonne santé. Et en 2023, la Commission donc propose une loi sur la santé des sols pour pouvoir donc crédibiliser cet engagement. Donc, on va effectivement avoir une nouvelle loi réglementaire qui va être basée effectivement sur des indicateurs de bonne santé des sols. D'où l'importance, vous voyez, de cette session. Et j'ai extrait aussi de ce qui était nécessaire. C'est donc effectivement mieux connaître l'impact des pratiques. On le verra à travers notamment la présentation de Camille Chauvin. Mieux définir le concept de qualité des sols pour le secteur industriel et financier. Ça, c'est une vraie bouteille à l'encre aussi. Et développer donc des techniques modernes d'analyse au débit. On le verra à travers justement plutôt une présentation de microbiotaires. Et donc, si on fait un résumé là, des 5 présentations, on a les 3 premières qui reprennent un petit peu différents types d'indicateurs. La première, par Thibaut Desplanches, c'est plutôt des indicateurs liés au pool de carbone, en s'intéressant pas au stock, mais effectivement à la qualité du carbone introduit. Dans le deuxième, Camille, c'est plutôt des indicateurs biologiques, à travers l'indicateur nématologique. Dans le troisième, c'est plutôt des indicateurs microbiologiques. Dans le quatrième, on va prendre un peu de hauteur et on va essayer de s'intéresser à savoir comment, à partir de ces indicateurs, on peut définir un outil de diagnostic et se poser la question du référentiel. Et enfin, sur la dernière partie, c'est comment on passe des indicateurs à un outil de reconception des pratiques. Je vais donc avoir l'honneur d'accueillir Thibaut Desplanches pour sa première présentation sur 25 ans d'analyse biologique du sol et une méthode d'interprétation. Bonjour à tous. Rebonjour, puisque j'ai déjà posé 10 questions. J'ai l'honneur, moi, de vous aider dans cette digestion de cet excellent haricot. Donc, j'espère que la présentation sera digestible. La petite flèche verte. Hop. Ouais.
Alors, le titre, c'est 25 ans d'analyse biologique de sol et une méthode d'interprétation. Je n'ai pas beaucoup de mérite là-dedans, puisqu'il y a 25 ans, j'étais en CP. Donc, je rends à César ce qui appartient à César. Mon associé Xavier Salducci a œuvré pendant de nombreuses années, parfois contre vents et marées. Ce sujet de la biologie du sol a le vent en poupe maintenant. Ce n'a pas toujours été le cas. Donc, je voulais remettre un peu la chapelle au centre du village. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une méthode. Alors, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la seule. C'est la méthode que nous, on a développée à Célestat Lab pour accompagner les agriculteurs dans le diagnostic et surtout la mise en place d'actions au niveau des parcelles pour améliorer le diagnostic des sols. J'ai découpé ça en quatre parties. J'ai surtout appelé ça « passer du constat à l'action ». Alors, pour moi, le meilleur indicateur, parce que c'est les agriculteurs qui me l'ont enseigné, je suis moi-même issu du milieu agricole, donc j'ai toujours eu à cœur d'avoir des choses assez concrètes. Le meilleur indicateur, c'est l'indicateur sur lequel on peut avoir une action. C'est que l'indicateur pour l'indicateur, c'est tout à fait entendable pour la curiosité scientifique, ça améliore nos connaissances, mais au niveau du terrain, la demande, elle est assez clairement formulée. Il faut des indicateurs qui servent à avoir de l'action derrière. C'est bien, j'ai beaucoup de biomasse microbienne, j'ai beaucoup de nématodes, ou j'en ai pas assez, mais qu'est-ce que j'y fais? Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'y faire quelque chose? Et ensuite, qu'est-ce que j'y fais? Donc, ma présentation va se développer en 4 étapes: le constat, le référentiel, le jugement et l'action. J'espère dans ces 15 ou 20 minutes, je ne sais plus trop. 15 minutes, merci. Pouvoir vous présenter en quelques minutes la façon dont on gère ça à Célestat Lab. Alors, le constat, j'appelle ça constat, mais on aurait pu appeler ça indicateur, c'est tout simplement la valeur. Ça marche pour le potassium autant que pour la biomasse microbienne. On a 200 mg de potassium. Avoir 200 mg, ça ne veut rien dire si on ne met pas dans un référentiel, si on ne sait pas si la culture est exigeante ou pas, si on ne sait pas quelle forme de potassium on peut apporter après. On fait un peu la même chose avec les indicateurs biologiques. Donc, il faut d'abord se mettre d'accord sur quel constat on fait, donc quels indicateurs on sélectionne. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça fait quand même quelques années, voire dizaines d'années que le sujet est traité. Il y a eu le programme bioindicateur de l'ADEME, il y a eu Microbioterre, il y a eu un ensemble de programmes qui ont déterminé quels étaient les indicateurs qui étaient suffisamment fiables, suffisamment répétables. On a de la chance puisque nos indicateurs, ça fait 25 ans qu'on les traite, et ils ont été dans ces programmes et ils ont été considérés comme étant plutôt bons. Donc, voilà, on a eu cette chance-là. À Célestat Lab, si je dois résumer ce que l'on fait, à l'échelle de cette salle, l'indicateur classique sur le fonctionnement biologique d'une parcelle, c'est la matière organique totale. Si je le compare à cette salle, on va dire on dose le carbone total de cette salle, on aurait le carbone de la structure. Alors, on a de la chance, on a plein de bois en plus. Donc, disons qu'on a une centaine de tonnes de carbone ici. On a du carbone qui forme les murs et les plafonds, on a du carbone qui forme les sièges, on a du carbone vivant, on a du carbone qui a servi à nourrir ces êtres vivants, donc le fameux aligot. Et ben nous, on fait la même chose dans les sols. On va séparer les carbones de type structure des carbones de type nutritif. Donc, la matière organique liée, c'est un peu ce qui se rapproche de ce qu'on pourrait appeler humus, mais certains intervenants ici pourraient également vous le confirmer. C'est un concept qui est totalement dépassé. Donc, on parle de matière organique liée chez nous. Ces matières organiques sont les matières organiques les plus fines, celles qui sont là depuis le plus longtemps. L'âge moyen de ce carbone dans les matières organiques liées est supérieur à 50 ans. Donc, on a vraiment un temps de résidence qui est important. C'est issu des travaux de Balédan, tout ça. Et puis, on a aussi le carbone libre qui, lui, a un âge moyen beaucoup plus jeune, autour de 15 ans en moyenne. Donc, quand on parle de carbone frais, il faut y aller doucement quand même, mais c'est un carbone qui, globalement, contient un petit peu plus d'énergie que la matière organique liée qui s'est accumulée au fur et à mesure des dizaines, des centaines, voire parfois des milliers d'années. Donc, c'est un fractionnement granulométrique qui se fait avec un seuil qui est fixé à 50 micromètres. Donc, on sépare les grosses matières organiques des petites matières organiques. On sépare en gros le buffet, ce qui est à manger, du gîte, qui est lui vraiment plutôt responsable des fonctions de structure du sol, des aspects physiques, plus que du reste. Deuxième compartiment qu'on va évaluer, c'est la biomasse microbienne par fumigation au chloroforme. C'est une biomasse microbienne globale, on ne sépare pas les bactéries, les champignons, on ne sépare pas les actinomycètes du reste, etc. On a une vision vraiment globale du compartiment microbiologique du sol. Ce qui nous évite d'en rentrer dans trop de détails et d'avoir une approche, on va dire, un peu opérationnelle. Alors, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas d'intérêt à faire des analyses plus précises, mais on a essayé de se concentrer sur des indicateurs sur lesquels il y avait des propositions d'action derrière. C'est le cas tout à fait pour cet indicateur-là.
Et puis le troisième, c'est la minéralisation du carbone et de l'azote en conditions contrôlées, à 28 degrés, à 28 jours. Donc on a dosé du coup à gauche le carbone qui est là depuis longtemps, celui qui est susceptible de nourrir la biomasse microbienne. On a dosé le carbone vivant, c'est-à-dire vous dans cette salle ou la biomasse microbienne dans le sol. Voilà, quelques petites exceptions près, on ne dose pas les vers de terre par exemple. Et puis on dose aussi la quantité de carbone qui a à manger pour les 6 mois, l'année qui arrive, puisqu'on met le sol dans les conditions idéales de minéralisation à 28 degrés. Et donc, on a une visualisation potentielle de ce qui est potentiellement dégradable en termes de carbone, ou minéralisable, c'est la même chose. Alors, je vous ai représenté ce graphique pour vous montrer que l'indicateur matière organique, il est bien, hein, mais il est largement insuffisant. Ici, vous avez représenté pour une matière organique normale. Donc ça, c'est dans notre référentiel que je vais vous décrire juste après, donc ne me posez pas la question tout de suite. De toute façon, vous n'avez pas de micro. C'est un avantage. Pour une matière organique normale, quelle était l'évaluation de la biomasse microbienne? Donc, je ne vous ai pas mis de valeur, hein, je vous ai juste mis des bornes qui sont propres au référentiel. Ça a l'avantage de pouvoir comparer des systèmes de culture qui sont normalement pas comparables, puisque notre référentiel dépend des systèmes de culture et des différentes textures. Donc, en gros, si je me base que sur la matière organique pour interpréter le fonctionnement biologique du sol, ben, j'ai juste à peu près dans 50% des cas. Alors là, il y a les optimistes et les pessimistes. Les optimistes voient le verre à moitié plein et puis les autres le verre à moitié vide. Ça veut dire qu'en gros, on a autant de chances d'avoir un bon diagnostic biologique avec la matière organique que lorsqu'on tire avec une pièce. On considère ça pas tout à fait satisfaisant, donc on s'est concentré sur des indicateurs un petit peu plus précis de la qualité biologique. Donc en l'occurrence, ici pour la biomasse microbienne, dans 17% des cas, si on n'a que la matière organique, on se plante totalement de diagnostic. C'est ça aussi. Ça veut dire que dans 17% des cas, alors qu'on a une matière organique qui est normale, considérée dans un référentiel, on va dire, précis, une matière organique qui serait normalement suffisante, on a une biomasse microbienne qui est très faible ou très forte. Les deux situations peuvent être problématiques, on va le voir pourquoi. C'était juste pour repréciser l'intérêt de ces indicateurs. Donc, en moyenne, 44% de chances de se tromper. Alors, dès qu'on sort des bornes normales, c'est-à-dire quand on passe une matière organique un peu élevée ou très élevée, on a encore plus de chances de se tromper. Mais je voulais faire un truc un petit peu simple. C'était rapide sur le constat, puisque c'est des choses qui ont déjà été décrites depuis de nombreuses années, comme je le disais. On passe à la partie référentielle. Donc ça, c'est un peu le cœur du sujet en ce moment. Très concrètement, c'est la partie que j'ai travaillée à Célestat il y a 10 ans. Quand je suis arrivé, finalement, mon travail, c'était de transformer des analyses, des chiffres en un conseil. Donc, je me suis sérieusement penché sur le référentiel. Donc, vous allez voir ici des résultats qui sont assez différents en termes de chronologie. Il y a des choses que j'ai fait il y a 10 ans, il y a des choses que j'ai fait il y a 2 semaines quand j'ai dû rendre cette petite présentation. Donc, sur le référentiel, il y a des effectifs qui sont totalement différents, je le repréciserai. La façon dont j'ai fonctionné pour faire le référentiel, j'ai tout remis à plat et je me suis posé la question, quelles sont les variables qui permettent de maximiser la variance de nos indicateurs? En gros, comment on fait pour comparer des choses qui sont comparables? Puisque c'est bien ça l'objectif d'un référentiel, c'est de se situer dans un système qui est le plus proche possible des autres afin d'en évaluer les différents indicateurs, biomasse microbienne, carbone libre lié et carbone minéralisable. Donc, j'ai fait des ACP avec, j'en ai fait un sacré paquet, avec différentes modalités pour aboutir sur celle-là qui était la mieux représentée en termes d'éboulis des valeurs propres. J'ai ici représenté le carbone libre, le carbone minéralisable, l'azote minéralisable, la biomasse microbienne et le carbone lié. Si je vous fais une interprétation très rapide et peut-être un peu caricaturale, mais si vous voulez me reprendre, vous aurez l'occasion de me tacler sur les questions. En gros, on a une dynamique de stockage quand on est plutôt vers le bas du graphique, avec le carbone lié, c'est-à-dire un carbone qui est stocké à long terme. Une dynamique de disponibilité quand on est en haut du graphique, avec le carbone libre, qui est lui un carbone plus labile, avec un turnover un peu plus faible. Et si on se concentre vraiment sur les paramètres biologiques, mais plus on est à gauche du graphique, plus on a de la biomasse microbienne et puis des activités de cette biomasse microbienne qui sont importantes. Et plus on est à droite du graphique, plus on a une biologie endormie. Et je vous ai représenté les différents systèmes de culture. Alors ça, c'est la classification qu'on a adoptée à Célestat Lab, tout à fait discutable encore une fois, pour vous montrer que c'était ce système-là, finalement, au-dessus des autres, qui permettait de maximiser la variance entre nos différents indicateurs biologiques. Donc, on voit ici qu'un sol de forêt n'a pas grand-chose à voir un sol de
de maraîchage qui est en bleu, par exemple, ou un sol de grande culture qui est en jaune, n'a pas grand-chose à voir en termes de dynamique par rapport à un sol d'espace vert, en l'occurrence, ou d'arbres. Donc, on a une bonne dispersion, finalement, de ces différents types de cultures. Ça a été notre première étape de référentiel. En gros, on a comparé des grandes cultures à des grandes cultures, des vitis avec des vitis, des arbos avec des arbos, tout simplement parce qu'en fait, c'est une variable qui regroupe tout un tas de paramètres. Évidemment, les sols viticoles ont plutôt tendance à être implantés sur des sols superficiels, caillouteux, avec un bon drainage, les sols de grande culture plutôt sur sol profond, etc. Donc, c'est quelque chose de multiparamétrique. On s'est en revanche rapidement rendu compte que on ne pouvait pas comparer un sol limono-sableux de grande culture avec un sol argileux de grande culture. Donc, on a additionné une deuxième couche, c'est une surcouche, à ce référentiel type de culture, qui est un référentiel texture. Alors ça, je vais passer assez vite, puisque c'est quelque chose qu'on avait déjà présenté au Comifère il y a 4 ans, avec un poster, pas avec une présentation. Donc, si vous cherchez vraiment les données précises, je vous invite à retourner sur le site du Comifère. Ici, c'est l'impact de la texture sur la matière organique liée. Donc ça s'est fait sur 1400 terres de grande culture, donc c'est un petit référentiel. Je vous montrerai des choses avec des référentiels beaucoup plus solides juste après. Mais en gros, voilà, on a un impact qui est absolument bien déterminé entre le type de texture, c'est-à-dire plus les sols sont argileux, plus ils ont une capacité à fixer, à se lier aux matières organiques liées. Elles ne portent pas leur nom de matière organique liée pour rien. Et donc, à former des complexes stables. Donc, en gros, les potentiels de stockage de carbone sur le long terme, ils existent surtout dans les sols argileux, en particulier dans la fraction liée de la matière organique, ce qui est quelque chose de pas du tout vérifié sur la partie libre, puisqu'on voit qu'il y a un faible impact, finalement, du type de texture. Je les ai classés de gauche à droite, plus argileux à gauche et plus sableux à droite. Le type de texture a finalement assez peu d'influence sur la quantité de carbone que l'on va retrouver sous forme libre. Alors, c'était des référentiels qu'on a choisis pour maximiser la variance. Je vous présente ici d'autres types de référentiels qu'on aurait pu choisir. Par exemple, alors ça, c'est des choses que j'ai fait sur nos analyses 2021. Donc, sur près de 2000 terres, on va dire. On en avait 780 en bio et 1000 en non bio. On aurait pu dire, puisque l'agriculture biologique dépend encore plus pour sa fertilité de la matière organique, puisqu'on n'a pas accès à des fertilisants azotés, par exemple, on va dire, qui ont une libération très contrôlable, très pilotable, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que les agriculteurs en agriculture biologique aient des biomasses microbiennes, c'est la variable qui est représentée ici, et des biomasses microbiennes qui soient un petit peu plus importantes, parce qu'ils travaillent plus sur les types de produits organiques, ils travaillent plus sur les apports de produits organiques, ils travaillent plus sur les couverts végétaux, je ne sais pas quoi d'autre. Alors, en l'occurrence, ici, la variable… 3 minutes. Ah oui, ça va vite. La variable de l'agriculture biologique n'était pas un bon déterminant. Je vous ai montré la même chose, je vous ai mis la même chose, pardon, c'est toujours la biomasse microbienne, mais en fonction du type de travail du sol. Donc ça, c'est que de la grande culture, que sur les analyses 2021, encore une fois, donc labour, TCS, semi-direct. C'est déclaratif, c'est comment les agriculteurs se considèrent dans leur système. Là, on voit une petite évolution, donc pourquoi pas rajouter encore une surcouche dans les années à venir, c'est pas du tout en projet, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui me semblait intéressant de vous montrer sur une base de données qui est quand même pas si faible. On a un peu plus de 1000 analyses, si je ne me trompe pas. Je passe. Alors, dans le référentiel, on a 68 000 échantillons en base de données. Donc, on a quand même des références assez solides. On envisage de rajouter des surcouches supplémentaires, par exemple en viticulture, un référentiel régional, en plus de la couche, on va dire, type de culture, en plus de la couche type de texture, rajouter une surcouche régionale. Donc, on sera probablement en mesure de le faire d'ici la fin de l'année sur les vignobles dans lesquels on a le plus travaillé. Bon, c'est pareil, vous aurez la présentation, donc je passe et puis je vais sur les choses les plus importantes. Troisième étape, c'est ça la plus importante finalement, c'est la question qu'on nous pose tout le temps, c'est mais du coup c'est bon ou c'est pas bon, quoi. J'ai de la biomasse microbienne, elle est faible, elle est forte, c'est bien ou c'est pas bien. Bon, ça dépend évidemment du référentiel. Je vous ai précisé ici 2 situations qui me semblaient les plus faciles à juger. Négativement évidemment, puisque ce qui nous intéresse, c'est les situations négatives, puisque c'est là où il faut activer un levier pour lever la contrainte. Alors 2 parcelles. Dans la même zone, c'est 2 parcelles viticoles, c'est en Bourgogne, A et B, très forte teneur en matière organique,
Les normes dans notre référentiel, c'est les deux petits bâtonnets. Donc, on avait vraiment des teneurs qui sont très importantes, situations qui auraient été qualifiées de plutôt positives, on va dire, classiquement, puisqu'on a beaucoup de matière unique, on a un bon stock, bonne rétention en eau, etc. Je vous montre la biomasse microbienne. Donc, ce n'est pas vraiment un problème à gauche, parce qu'on a une biomasse microbienne qui suit relativement la matière organique. Ça veut dire qu'on a un bon équilibre entre les capacités d'accueil du sol et puis le nombre de convives qu'il y a dedans, concrètement. Donc, ce n'est pas une situation très préoccupante. On peut se préoccuper, par exemple, de la fourniture en azote qui peut être un petit peu trop élevée si cette activité biologique se transforme en une libération d'azote trop importante au moment non souhaité, qui est, par exemple, la véraison en viticulture. Mais bon, c'est des thématiques un petit peu plus poussées. Par contre, on a vraiment un problème dans la parcelle de droite, avec 82 mg de biomasse microbienne, qui est extrêmement faible pour une teneur en matière organique aussi importante. Voilà. Donc, concrètement, les situations, on interprète négativement deux types de situations. Les situations extrêmes, comme celle de droite, dans laquelle on a une très forte matière organique et très faible biomasse microbienne, et les problèmes de... Ok, je vais conclure. Et les problèmes de déséquilibre. Problème de déséquilibre, c'est par exemple ici le rapport biomasse microbienne sur carbone total. Alors là, c'est un bon référentiel pour le coup. J'ai pris des analyses depuis 2017. Vous voyez, il y a plusieurs milliers d'analyses dans chaque type de culture. On voit que le rapport biomasse microbienne sur carbone total, qui est finalement presque un indicateur physiologique, extrêmement stable en fonction de tous les systèmes de culture, de tous les types de textures. On est sur des valeurs qui vont entre 1,5 et 2,5. Et dès qu'on dépasse de ces bornes, ça veut dire qu'il y a quand même un problème qu'il faut identifier. Il faut identifier la cause et régler la cause. Alors, je vais conclure sur qu'est-ce qu'on y fait à tout ça. Et ce sera ma conclusion en 1 minute, avec une représentation schématique, l'ISMO que je ne vous redécris pas, de 0 à 100%. Comment on règle les problèmes de déficit de matière organique liés dans les sols? Tout simplement en apportant un type de matière organique qui lui ressemble, c'est-à-dire des matières organiques qui sont déjà stabilisées, compost, digestat de méthanisation. Comment on règle des problèmes de matière organique libre, c'est-à-dire une matière organique qui a un âge moyen d'environ 15 ans, qui a un turnover pas trop rapide dans le sol? Finalement, c'est le plat de pâtes du sol, les sucres lents du sol, les fumiers et les BRF de toutes les études qu'on a menées et suivies, ont permis de bons redressements en matière organique libre, en particulier quand ils sont apportés à petite dose et répétés. Et enfin, quand on s'intéresse vraiment et quand on a identifié qu'on a réellement besoin de relancer l'activité biologique des sols, qui, je le rappelle, n'est pas du tout une vision dogmatique. Dans certains cas, on a absolument besoin de la relancer, dans d'autres, il n'y a absolument pas besoin. Donc, ce n'est pas quelque chose à systématiser. On a des solutions qui consistent à apporter des produits organiques très faciles à digérer, couverts végétaux, sarments, paille, et d'autres produits qui sont plus d'ordre fertilisant, que je vous ai mis en haut. Voilà. C'était ma conclusion. On a donc des indicateurs qui permettent de caractériser assez finement les types de matières organiques dans les sols et des leviers d'action à activer qui nous permettent de répondre à finalement des questions que se posent les agriculteurs au jour le jour. Merci de votre attention.